Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui s'inscrit dans le cycle de conférences des mini-conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public. Mon nom est Thierry Vazanon et je coordonne ce cycle de conférences avec ma collègue Eve Gaumont qui vous présentera tantôt la conférence de notre invité du jour. L'invité du jour a pour nom Fabien Le Chevalier. Fabien Le Chevalier est issu du programme de maîtrise en droit IPIT, bidiplômant de l'Université Paris-Saclay et de l'Université Laval, où il s'est intéressé aux fiducies de données dans le cadre de son mémoire. Fabien poursuit actuellement ses recherches au niveau doctoral au sein de ces mêmes universités sous les directions des professeurs Lapousterle et Désiel. Ses recherches en droit des renseignements personnels de santé l'amènent à discuter du surinvestissement de la théorie de la vie privée dans les théories centrées sur l'individu et réfléchit également à la manière dont certains nouveaux modes de gouvernance des données peuvent être utilisés pour mieux protéger la vie privée des patients tout en favorisant le développement responsable de la médecine de précision. Fabien Le Chevalier est par ailleurs chercheur au Centre d'études et de recherche en droit immatériel CERDI UP-Saclay et enseigne actuellement dans cette même institution le cours de droit économique, droit civil économique. Sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Eve Gaumont pour la présentation de la conférence de Fabien. Merci. La conférence que vous apprêtez à visionner est celle de Fabien Le Chevalier qui traite des comparaisons possibles entre le droit à la vie privée informationnelle et le droit de l'environnement. Les parallèles qu'il dresse entre ces deux droits-là s'appuient sur le fait que ce sont deux droits qui peuvent être envisagés comme des communs. Donc, il présente les principaux auteurs qui ont théorisé, qui ont écrit sur la théorie des communs, avant de relier tout ça à sa propre approche, sa propre théorie qui s'intéresse aux fiducies de données. C'est une perspective qui est très novatrice, très intéressante, puis j'espère que vous allez, vous aussi, vous y trouver autant d'intérêt. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Fabien Le Chevalier, je suis candidat au doctorat des universités Paris-Saclay et Université Laval. Je travaille principalement sur la protection de la vie privée et plus spécialement encore sur la manière dont on pourrait redéfinir le cadre normatif actuellement basé sur une approche très individuelle, le redéfinir dans une approche plus collective, ce cadre normatif de protection des données. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence et plus spécialement encore la chaire L.R. Wilson. Je vais vous parler aujourd'hui de vie privée, bien entendu, et plus précisément de protection de la vie privée informationnelle. Ma réflexion se situe dans le prolongement de mon projet doctoral et fait en quelque sorte suite à ma communication lors des rencontres des jeunes chercheurs droit et numérique. Au cours de mes recherches, j'ai relevé en effet une littérature naissante qui s'inspire des approches réglementaires environnementales existantes pour proposer des solutions aux problèmes des données. Mais avant de développer plus en détail des aspects plus personnels liés à ma conception de la protection de la vie privée et par extension des données, j'aimerais vous donner un cadre théorique à partir duquel s'est développée ma réflexion. La première des choses, c'est d'offrir une définition de ce dont on parle. Le concept de justice environnementale applique les théories de la justice au champ de l'environnement et de l'écologie. Il découle de la prise en compte de l'environnement et des services écosystémiques qu'il permet de qualifier de bien commun. Ce concept sous-tend qu'il existe des droits sur la nature pour tous et chacun, individus, familles, collectivités, entreprises et autres groupes humains vis-à-vis de l'environnement considérés comme bien commun, mais bien entendu en échange de devoirs et d'obligations légales. La notion angulaire de mon étude est celle de bien commun. Alors, qu'est-ce qu'un bien commun ? Un bien commun, et je m'excuse d'avance pour ceux qui connaîtront cette définition déjà par cœur, mais un bien commun, c'est un bien ou des ressources qui se définissent par deux critères, la rivalité et la non-exclusivité. Un bien rival, c'est un bien dont la consommation par un agent diminue la quantité de ce bien pour les autres agents. Et la non-exclusivité,
c'est le fait qu'il est impossible ou difficile d'exclure ou d'empêcher un agent de consommer ce bien. L'exemple typique, c'est le banc de poisson. C'est un bien commun car précisément il est rival et non exclusif. Il est rival parce que quand vous pêchez un poisson, vous retirez ce poisson du pool et donc il n'est plus disponible, mais ce bien est non exclusif parce que tout le monde peut le pêcher. Donc tout le monde peut pêcher, mais le poisson capturé par un pêcheur ne peut plus l'être par un autre pêcheur. Et donc par extension, on parle de commun dans un sens un peu différent, et ce sens est le mode de gestion des biens communs. Souvent lorsqu'on parle de commun, en anglais commons, c'est au sens de la gestion collective de ces biens. Un mode de gestion par l'intermédiaire d'associations ou de conventions collectives. Et c'est précisément à cet aspect de la gestion des communs que l'on va s'intéresser. Une étape très importante dans la réflexion sur les communs, et une fois de plus, c'est un point très connu, et connu sans doute de certains d'entre vous, c'est un article très fameux qui a été publié et qui est d'une actualité toujours frappante, qui a été écrit par un professeur américain qui s'appelait Hardin, Garrett Hardin, et publié dans Science en 1968, intitulé « La tragédie des communs ». Que dit Hardin dans cet article? Du moins, ce qui a rendu cet article célèbre. C'est la métaphore qu'il raconte sur un exemple de commun surexploité. On imagine un terrain sur lequel il y a du bétail. Et il explique comment les propriétaires de ce bétail ont une forte incitation individuelle à accroître leur cheptel, c'est-à-dire à avoir de plus en plus de têtes de bétail. Le coût de chaque tête de bétail supplémentaire est supporté par la communauté. C'est une analogie qui vise à montrer qu'il y a une tendance individualistique qui mène à la surexploitation des communs. C'est aussi une tendance lourde qui fait que chaque individu pris individuellement va avoir tendance à accroître son cheptel, car la promesse de chaque tête de bétail supplémentaire, c'est-à-dire de gain, supplante en quelque sorte le coût, c'est-à-dire l'épuisement des ressources du terrain qui, lui, est supporté par la collectivité, divisé par le nombre d'acteurs. Ça, c'est un des premiers grands jalons sur les communs. À partir de là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont posé la question de savoir comment on pouvait résoudre ce problème des communs. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit détour. La tragédie des communs peut aussi être analysée comme un dilemme du prisonnier. Vous la connaîtrez encore peut-être, mais c'est une métaphore, une autre métaphore qui a posé les jalons de la théorie des jeux en économie. On a deux prisonniers qui se trouvent sur une scène de crime et qui sont arrêtés par la police. La police n'a pas de preuve de qui a commis le crime, elle a simplement ces deux individus et donc les preuves reposent uniquement sur leurs témoignages respectifs. La théorie du dilemme du prisonnier exclut dès le départ qu'un individu se dénonce, car l'idée de l'individualisme égoïste, qui est entre parenthèses un des fondements de la théorie économique, interdit qu'un de ces prisonniers fasse preuve d'un altruisme qui le mènerait à se dénoncer lui-même. D'ailleurs, c'est une hypothèse qui peut être fortement contestée. Des personnes peuvent se dénoncer car elles se sentent moralement responsables. Bref. Ils n'ont donc que deux possibilités. S'ils ne se dénoncent pas, soit ils restent silencieux, soit ils dénoncent leurs camarades. Il y a plusieurs scénarios qui découlent de ces deux possibilités. Il y en a trois en réalité, et je vais vous les mettre à l'écran. Je n'ai pas le temps de les développer
mais vous pouvez les suivre en ligne. Je les développerai ultérieurement dans l'article. Et donc, la théorie des jeux dit que le scénario le plus probable, c'est le troisième scénario, celui-ci. Elle dit que c'est celui où les prisonniers se dénoncent mutuellement, car chaque prisonnier va chercher à maximiser son intérêt individuel. C'est un des postulats de la théorie économique. Pourtant, c'est aussi le pire scénario collectif, puisque les prisonniers vont, en tant que groupe, écoper de 20 ans de prison. Alors que s'ils coopéraient, ils ne feraient que 2 ans de prison. Ça, c'est le scénario numéro 1, celui-ci, en somme. Et puis, les autres scénarios, les autres hypothèses qui sont comprises dans le scénario 2, pardon, ils les recherchaient, mais ils ne les auront pas. En quoi cette leçon fondamentale du dilemme du prisonnier éclaire notre réflexion sur les communs? C'est cette leçon fondamentale du dilemme du prisonnier qui a été utilisée par les auteurs, dont on va parler dans une minute, pour construire leur théorie des communs et de la gouvernance des communs. La conclusion principale est que la recherche individuelle de profit mène à un équilibre social sous-optimal. Je reviens sur la diapo précédente. Dans l'exemple précédent encore, le propriétaire du bétail qui cherche à accroître son cheptel sur un terrain donné mène à un déséquilibre social sous-optimal. Et dans un discours sur les communs, qu'est-ce que cet équilibre social sous-optimal? C'est la disparition, la dépréciation de la ressource. D'où la conclusion de Hardin, la liberté dans un commun mène à la ruine collective. Voilà la théorie du dilemme du prisonnier. C'est un fondement théorique qui a suscité des tentatives de réponse de la part des académiques et au sein de la discussion publique. Les solutions traditionnelles sont des solutions très simples que l'on a explorées dans les dernières décennies et qui se sont avérées assez vaines. La principale, c'est l'État. C'est l'État qui va définir des droits d'exploitation très clairs. Typiquement, dans le cas de notre terrain ou du bétail à droit de paître, l'État va définir une limite du nombre de têtes de bétail par éleveur qui limite le nombre au seuil critique qui fera disparaître la ressource qui se trouve sur le terrain. L'autre exemple classique, c'est la nationalisation des forêts. Alors, en France, nous prenons ça pour un acquis, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, en Angleterre, le terrain forestier n'existe presque plus. L'État, c'est une solution qui malheureusement ne fonctionne pas parfaitement. Hardin avait déjà, dans son article de 68, évoqué les difficultés dans les réserves nationales de Californie, un pays a priori avec un système juridique assez strict et établi. Pourtant, même aux USA, il y a des difficultés. Les gardes des réserves nationales étaient plus ou moins regardants sur les pratiques des éleveurs et laissaient paître les animaux sur des territoires où ils ne devaient pas aller. L'autre solution, c'est le marché. Et dans l'exemple de Hardin, l'idée serait de diviser le territoire en petites parcelles privées où chaque éleveur aurait le droit de faire ce qu'il veut. Ou alors on offre une concession à un acteur privé pour exploiter un territoire donné. Exemple, le mouvement des enclusures en Angleterre qui s'est déroulé sur plusieurs siècles suite au mouvement de division des propriétés publiques entre acteurs privés. C'est une solution car l'idée en théorie est que quand on possède un commun, l'intérêt individuel et collectif sont alignés car on n'a aucun intérêt à surexploiter son propre territoire qui amènerait notre propre ruine. Il y a un alignement de l'intérêt individuel et collectif. En principe, c'est difficile à mettre en pratique, c'est difficile à mettre en place. Les procédés ne sont pas clairs. Il y a
il y a la concurrence entre les acteurs privés. Les acteurs privés peuvent avoir une vision court-termiste. Je vais exploiter ce terrain, mais après, je vais avoir le terrain d'à côté, où des technologies vont émerger pour produire du lait autrement. En plus de ça, il y a des communs pour lesquels la privatisation n'est pas possible. Voilà donc un panorama des cadres théoriques et des solutions traditionnelles proposées par les économistes avec ces deux possibilités, l'État et le marché. Chaque possibilité présente ses propres problèmes. Et c'est dans ce cadre que d'autres auteurs ont commencé à penser à d'autres systèmes permettant de dépasser cette alternative d'État ou marché. Je vais à présent vous présenter, vous parler plus précisément de Elinor Ostrom, une professeure américaine très connue. Elle a commencé à faire des études sur un certain type d'institutions qui, selon elle, permettaient de préserver la ressource mieux que ne le faisaient l'État et le marché. Elle a fait des études empiriques et en observant certains systèmes, on voit qu'il y a des institutions autogérées ou collectives, généralement à un niveau local, qui fonctionnent très bien et qui permettent de préserver les ressources, les forêts, les prairies, les pêcheries, etc. Son livre fameux, Governing the Commons, publié en 1990 dans Cambridge University Press, a dressé les grandes lignes de sa théorie. Elle offre différents exemples. Un de ces exemples, c'est le système d'irrigation de Valence, où un fleuve nourrit de petites exploitations agricoles. Seul problème étant qu'il y a des périodes de sécheresse et donc l'eau devient une ressource rare que chacun est tenté de surexploiter en espérant accroître son gain individuel au détriment du bien collectif. En définitive, le fleuve se vide de son eau. Donc, les usagers de ces canaux ont conçu un système très ancien de règles communes pour réguler l'usage de l'eau avec le soutien d'un tribunal très ancien, lui aussi, créé au Moyen-Âge, appelé tribunal de l'eau, et qui visiblement est encore en activité. C'est un exemple de régulation par le bas, autrement dit par les individus eux-mêmes, par opposition à une gestion par le haut, autrement dit par l'État. Les individus créent leurs propres institutions collectives pour ne pas faire face à la tragédie des communs. Il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples dans son livre. Elle tire de ces exemples une liste de 8 principes ou conditions en étant toujours très prudente dans son propos. Elle dit que quand on observe les systèmes qui fonctionnent et qu'on les compare aux systèmes qui ne fonctionnent pas, on observe la récurrence empirique de 8 facteurs ou 8 conditions. Je n'ai malheureusement pas le temps de les développer, mais je vous les ai reproduits à l'écran et ces conditions feront l'objet d'une analyse plus poussée dans mon article. On en a déjà parlé, mais cette théorie a eu un immense succès et a valu le prix Nobel d'économie à Elinor Ostrom. Une énorme littérature académique de la part d'économistes, d'anthropologues, de juristes s'est développée et explore ces systèmes autogérés locaux et qui fonctionnent généralement assez bien. C'est une forme d'espoir immense qui s'est concrétisée avec cette théorie. Je vous ai reproduit à l'écran un article de Fabien Locher, chercheur au CNRS. Au cours de mes recherches, j'ai constaté l'apparition d'une nouvelle littérature qui s'inspire des approches réglementaires environnementales existantes et donc a fortiori des communs environnementaux pour proposer des solutions aux problèmes de la vie privée informationnelle. Autrement dit, des données personnelles pour ne pas les citer. La littérature sur l'éco-vie privée partage un ensemble de préoccupations de base avec notre analyse des biens communs. Par exemple, Dennis Hirsch compare le spam à la pollution, suggérant que la vie privée, en ce sens l'absence de spam, est sujette à une tragédie des communs. Michael Frankin utilise
une caractérisation similaire. De nombreuses activités de collecte de données de masse, en particulier celles qui ont lieu dans ou à travers des espaces publics, peuvent être utilement comparées à la pollution de la sphère privée. Et Ben Moglen, lui, note que la surveillance n'est ni la première, ni la dernière, ni la plus grave des diverses formes de crise environnementale provoquées au cours des 2 derniers siècles par la surenchère industrielle. Il existe donc des similitudes entre notre approche et le langage de cadrage de la littérature sur l'environnement et la vie privée. Cette littérature a l'avantage de s'appuyer sur une tradition réglementaire riche et réussie qui a résolu certains des problèmes en mettant en œuvre des changements à faible coût et à grand apport. En tant que tel, le cadre normatif environnemental fournit un solide ensemble d'analogies pour créer et maintenir des coalitions politiques en vue de résoudre des problèmes liés à l'action collective. Pourtant, mon approche comporte des différences importantes, alors que la littérature généraliste sur l'environnement et la vie privée s'inspire du droit de l'environnement et de l'histoire de la réglementation environnementale. Je vais m'inspirer de modèles et d'expériences de biens communs environnementaux. Le droit de l'environnement est principalement façonné par l'expérience du gouvernement qui cherche à contenir les pollueurs à grande échelle. En conséquence, la documentation sur l'environnement et la protection de la vie privée suggère une action ou une législation de régulation gouvernementale pour résoudre le problème de l'action collective de la vie privée. Alors que l'exemple du droit de l'environnement suggère une régulation par le haut, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, pour résoudre les problèmes d'action collective, je suggère plutôt des outils qui seraient mis à la disposition de la collectivité pour soutenir la coopération. La littérature sur l'éco-vie privée apporte une perspective nouvelle et bienvenue, ainsi qu'une histoire d'expérience avec la mise en œuvre pratique, en particulier pour la réglementation des pollueurs à grand volume, à volume élevé. Cependant, tous les problèmes d'action collective ne sont pas les mêmes. Et en considérant que la vie privée peut être un bien commun, nous nous concentrons moins sur les délinquants à grande échelle, qui sont les plus analogues aux analyses du droit de l'environnement, mais plus sur les contributions modestes mais constantes que les utilisateurs apportent en exposant des données les uns sur les autres. Les prisonniers dans le dilemme, le fameux dilemme des prisonniers en somme. Les 2 approches sont nécessaires pourtant. Une législation large sur la protection de la vie privée peut être nécessaire pour limiter la surveillance de masse et la législation environnementale peut être un bon point de départ. D'un autre côté, une législation générale sur la protection de la vie privée s'est avérée difficile à adopter, malgré la large base de popularité parmi l'électorat pour une protection de la vie privée renforcée. Que ces efforts réussissent ou non dans le climat politique actuel, une autre voie reste ouverte. C'est là que mon approche se sépare, à l'amiable bien entendu, de la littérature sur l'environnement et la vie privée. Au lieu de suivre une approche pigouvienne consistant à rechercher une intervention du gouvernement pour taxer ou sanctionner les comportements institutionnels, je vais plutôt suivre la tradition de Coase et Ostrom en exploitant la littérature économique et civiliste pour dégager des outils que les groupes peuvent utiliser pour soutenir la production de biens communs ou, dans notre cas, pour préserver la vie privée. En adoptant cette approche, je me concentre moins sur les règles qui limitent les mauvais acteurs à grande échelle et plus sur le dilemme des groupes qui cherchent à coopérer face à un dilemme social. Un des enjeux soulevés par les communs est celui de l'inscrire dans un cadre légal. La majorité des véhicules juridiques reposent en effet sur une logique de propriété qui est, dans une certaine mesure, antinomique tant aux communs qu'aux données personnelles.
Un des outils que je propose d'exploiter, c'est la fiducie. La fiducie d'utilité sociale, prévue à l'article 1270 du Code civil du Québec, offre certainement un outil juridique très intéressant pour appuyer l'émergence et la pérennisation de communs. S'il ne fait pas doute que la FUS, c'est le terme que je vais utiliser pour désigner la fiducie d'utilité sociale, s'inscrit dans une logique d'usage plus que de propriété, elle doit avoir une gouvernance et une gestion collective pour être associée au commun. Les FUS s'inscrivent dans un mouvement mondial d'émergence de droit de l'environnement. Ce mouvement comprend un certain nombre d'initiatives qui cherchent à doter les milieux naturels d'importance, bien entendu, de la personnalité juridique. Ainsi, un jugement rendu en janvier 2018 par la Cour suprême de Colombie a doté l'Amazonie du statut de personne non humaine. Le Québec n'est pas en reste puisqu'on débat actuellement de la pertinence de doter le fleuve Saint-Laurent de la personnalité juridique. En somme, ce courant fortement inspiré de la pensée autochtone cherche à changer le sens de la valeur accordée à certains écosystèmes et à modifier notre perspective de simple rapport marchand face à tout ce qui nous entoure. Elle ouvre un éventail de perspectives, je parle de la fiducie, la fiducie d'utilité sociale, elle ouvre un éventail de perspectives de gouvernance collective des données au bénéfice du bien commun, tout en excluant, et ça c'est le plus important, les dites données de la spéculation. La spéculation définit la valeur marchande des données sur des facteurs qui lui sont extérieurs. Les modes, le voisinage, la pression des marchés, etc. La pression qu'exercent ces facteurs a pour conséquence d'accorder aux données une valeur marchande si grande que son usage initial est rendu impossible ou hors de prix. Projetées dans l'univers spéculatif, les données pourraient devenir des armes entre les mains des collecteurs mal intentionnés qui chercheraient des opportunités commerciales et d'accroissement des bénéfices. Les avantages que retireraient les collecteurs de l'exploitation exclusive des données qu'ils se seraient appropriées seraient à terme une menace trop grande pour la sauvegarde et le respect de la vie privée, ainsi que pour la paix sociale. Or, et c'est ça qui est intéressant, la fiducie d'utilité sociale est une exception puisque son patrimoine est affecté à une vocation plutôt qu'au bénéfice direct d'une personne. La FUS est en conséquence un outil correctif du détournement de l'usage initial de la donnée sous l'influence de la spéculation. Si en droit de l'environnement, elles permettent par exemple de réaffecter une forêt à sa vocation écologique plutôt qu'à celle de générer des bénéfices pour une entreprise, la FUS pourrait, en droit de la vie privée, réaffecter des données personnelles collectées pour la réalisation de projets d'intérêt public plutôt que de générer des bénéfices pour les collecteurs privés. J'ai malheureusement pas le temps de détailler, mais vous pourrez trouver plus de détails de mon analyse, et notamment une analyse effectuée à la lumière des principes dégagés par Ostrom dans l'article qui suivra. Je vous invite également, si cela vous intéresse, à consulter mon mémoire de maîtrise qui sera prochainement publié sur le site de l'Université Laval et qui traite en profondeur la question des fiducies de données. Il le traite à travers un prisme un peu particulier puisque il s'agissait de fiducie de données en santé, en matière de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la FUS peut remettre au cœur du droit de la vie privée les enjeux collectifs en étant transformateur, en étant le transformateur qui permettrait à des éléments intimes de notre existence d'accéder au statut de bien commun. L'idée d'un patrimoine commun de données permet d'aller au-delà de l'appropriation individualiste et exclusive et permet d'aller vers plutôt un droit d'accès à des tiers intéressés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées téléphoniques et courriels. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.